qui se passe dans les années... il y a comme deux époques. Il y a en 1917-1919, une première partie de l'histoire, et une deuxième partie en 1945 jusqu'en 1942 à 1945. Donc, vous pouvez présenter un peu là, un résumé de votre roman. C'est sûr que quand on parle de la Sainte Mafia, c'est l'Église catholique. Bien sûr. Puis l'Église, tu sais, c'était quand même un sujet très, très délicat à aborder. C'était un titre que j'avais dans ma tête parce que ce roman-là, je l'ai commencé à partir du titre. J'avais le titre dans la tête depuis, je dirais, 3-4 ans. Mais je cherchais l'angle sous lequel l'aborder parce que c'est quand même pas facile. Il fallait y aller avec délicatesse. Finalement, après beaucoup de recherches, j'ai décidé de l'aborder sous le sens des religieuses. Qui avaient été, il y a eu des religieuses qui ont été abusées à certains moments. J'avais lu ça dans des articles. C'est sous cet angle-là que j'ai décidé d'aborder le roman. Mais à partir du moment où c'est que tu as ton idée, mais là, il faut que tu concoctes une intrigue. Là, à partir de là, c'est un gros, gros travail d'inspiration, d'imagination. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Là, quand ça commence, bien, c'est une jeune religieuse qui est retrouvée morte. Elle flotte à la surface d'un lac. C'est vite classé, c'est un accident. Mais pour un avocat qui en est témoin, pour lui, c'est pas un accident. Puis au même moment, parce que tous mes romans, ils passent aussi par l'Abitibi. Oui, bien sûr. Exactement. Les 11 romans, d'ailleurs, passent par l'Abitibi. Puis à ce moment-là, il y a un groupe qui partait, tu sais, comme à l'époque, un prêtre, il ramassait une douzaine de familles, puis s'en allait en Abitibi, implanter une nouvelle paroisse, finalement. Puis la paroisse va être située entre La Sarre puis Macamic. C'est comme ça que, des années plus tard, on va se retrouver dans ce même village-là, au moment où une religieuse arrive pour enseigner à l'école, puis il va se produire un drame à ce moment-là. C'est là qu'on va revoir l'avocat du début qui avait des doutes, qui va venir à la rescousse de cette religieuse. C'est comme ça que les deux époques vont se mélanger, puis qu'on va découvrir les personnages. Oui, puis comme vous avez mentionné, votre livre se passe en Abitibi-Témiscamingue, mais il faut savoir que vous êtes aussi native de l'Abitibi-Témiscamingue, même si vous habitez, je crois, à Montréal maintenant. Maintenant, j'habite à Laval. À Laval? Oui. Mais je suis née à Autier-Nord. Okay. J'ai grandi à Macamic, puis j'ai élevé mes enfants à Autier. Je suis partie de l'Abitibi, j'avais 45 ans. C'est pour ça que, pour moi, l'Abitibi, c'est quand je reviens ici en Abitibi, c'est comme si je rentrais dans mes terres. Tu sais, c'est mon fief, là. Puis surtout que j'écris toujours sur l'Abitibi, fait que j'ai l'impression de jamais avoir quitté l'Abitibi, finalement. Puis je pense que ça n'a pas juste inspiré ce roman-là, mais ça a aussi inspiré d'autres de vos romans. Tous mes romans. Mes 11 romans passent par l'Abitibi. Le 12e est sur le point d'être terminé, puis lui aussi, ça se passe en Abitibi. D'ailleurs, j'en ai deux dont l'action se passe vraiment au Témiscamingue, ici à Ville-Marie. Quand les femmes étaient des ombres, puis les secrets d'une arbre brisée, ça se passe ici au Témiscamingue, à Ville-Marie, au Fort Témiscamingue, à Mission Saint-Claude à l'époque. Fait que non, je touche toutes les parois, toutes les régions de l'Abitibi ont été touchées. Super, merci beaucoup, Claire. Bien, ça me fait plaisir. Je vais continuer avec Chantal Valois, donc originaire de Trois-Rivières, qui habite maintenant à Montréal. C'est bien ça. Donc, vous avez... Juste pour valider, vous avez bien 5 livres à votre actif et vous écrivez depuis 10 ans? Celui-là, c'est mon 7e. 7e, parfait. Donc, celui-ci, Destin d'une bourgeoise amoureuse. Donc, ce livre-ci se passe à Paris en 1741. Donc, c'est un livre qu'on peut noter comme un livre amoureux. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de votre livre? En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, quand elle est toute jeune, elle se fait dire par une diseuse de Bonaventure qu'elle va être aimée d'un roi. À partir de ce moment-là, elle rêve à ça, mais en grandissant, elle réalise bien vite que pour être aimée d'un roi, il faut un titre de noblesse, ce qu'elle n'a pas. Alors, elle se marie avec un bourgeois qui est assez à l'aise financièrement. Puis, au début, elle se réjouit de cette vie mondaine. Elle s'en lasse assez rapidement, puis elle revient à ses anciens désirs. Puis, elle veut vraiment être aimée d'un roi. Puis, elle va faire un cheminement avec l'aide de quelques proches qui ont aussi leur motif de la voir un jour être aimée d'un roi pour l'aider à développer des stratégies pour y parvenir.
c'est ça. C'est une romance historique qui se passe dans le temps du roi Louis XV. Super. Merci beaucoup. Par la suite, nous avons Charles-André Marchand qui, aujourd'hui, va présenter Arcade et Gaël, qui, en fait, a 2 tomes. Donc, celui que je vous présente présentement, Les Amours impossibles, c'est le tome 1, mais il y a aussi le tome 2. Monsieur Marchand est natif de Montréal et habite toujours Montréal. Toujours. Ce livre-ci, dans le fond, se passe à Montréal, Oui. en 1918. Donc, c'est aussi un roman dit amoureux. Est-ce que vous pouvez faire une courte présentation? C'est une romance historique improbable entre un jeune garçon du quartier Saint-Henri, qui est un quartier plutôt ouvrier à Montréal, et en haut de la montagne, il y a le quartier Westmount, qui est le quartier plus riche de Montréal. Exactement. Arcade Dubé, c'est un garçon qui a grandi dans une famille criminelle, qui lui-même a été dans une maison de réforme comme adolescent pour avoir tué un épicier et qui finalement va voir sa vie basculer quand une riche bienfaitrice va le prendre sous son aile et va l'engager comme chauffeur. Elle est mania de la presse, elle est propriétaire de la presse CKC, La Patrie à l'époque et plusieurs autres. Et elle en fait son chauffeur. Et les voisins de Marie Dumontier, ce sont des Juifs, la famille Lebovitz. Et Arcade tombe follement amoureux de Gail Lebovitz. Alors, c'est un amour impossible à plusieurs niveaux. Fils d'ouvrier, de bandit, avec une riche juive, catholique, lui, francophone, elle, anglophone. Les dualités de Montréal d'une époque. On est en 1918, là. Là, il y en a des interdits, là. Il y a à peu près tout ce que tu peux imaginer comme obstacle, mais ils vont être éperdument amoureux. C'est le premier de 3, parce que le 3e est sorti la semaine dernière. Vous ne l'avez pas encore, non, malheureusement, mais il est sorti la semaine dernière. Et ça a été écrit à 4 mains, avec une autrice qui est une amie, qui s'appelle Catherine Girard. Et c'est nos plus récents bébés, et puis on en est très fiers. Le tome 3, est-ce qu'il marque le 7e ou votre 8e livre à votre actif? Là, je vais dire, j'ai fait Les Funérailles des dieux 1 et 2, Arcade et Gaël 1, 2, 3. J'ai fait Bertrand Godin, Piloter son avenir, Rémi Couture, Le maquilleur de l'horreur, Pègre Québec, L'histoire du crime organisé au Québec 1 et 2. 2 autres livres sous un pseudonyme, des romans coquins sous un pseudonyme que je ne dévoilerai pas. Et, mais ouais, c'est... Ben là, on est rendu à 11. Ouais, en 5 ans. Si j'ai bien calculé. Ouais. Donc, quand même, une grosse carrière à votre actif pour ben, avoir ça a écrit pris quand du même... temps. Moi, je dis souvent que j'ai procrastiné longtemps parce que je fais de la radio, de la télé à Montréal depuis 42 ans. Alors, quand j'ai amené le manuscrit de l'histoire de Bertrand Godin, mon éditeur, François Doucet, m'a dit, ben, ouais, je te connaissais de la radio, de la télé, je savais pas que tu écrivais. Mais je dis, ouais, mais tu... Et, on appelle être multipotentiel. J'ai une leçon que j'ai appris d'un auteur presque connu, où à un moment donné, dans mon premier salon du livre, je lui avais confié, moi j'ai le syndrome de l'imposteur. Et cet auteur qui s'appelle Michel Tremblay me dit, Charles-André, moi aussi, j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Alors, je me dis que... Ben, je pense qu'on est plusieurs comme auteurs, comme autrices, des fois à se dire, pourquoi les gens voudraient nous lire? Pourquoi les gens s'intéresseraient à ce qu'on fait? Parce que c'est quelque part, c'est très personnel. C'est des histoires qui nous touchent. On est des vampires. Arcade, pour moi, c'est un personnage qui est un peu... qui faisait partie de la vie de ma mère, à bien des égards. Alors, il y a beaucoup de choses où on mélange souvent la fiction avec la réalité, peu importe. C'est la nature de la bête. Super. Mais en fait, je vais y aller avec ma première question, puis on va commencer avec Claire. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire des romans qui datent d'une autre époque? Parce que j'aime beaucoup, beaucoup le contexte historique. C'est très, très important. La mentalité des gens change. Tu sais, on va prendre une femme en 1917, puis une femme aujourd'hui, c'est pas comparable. J'ai des petites filles, moi, aujourd'hui, qui ont 20 ans,
puis ils vont lire mes livres, puis ils n'en reviennent pas. Ils disent, voyons donc, ça se peut pas. C'est impossible que vous ayez vécu comme ça. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup aller dans le passé pour développer les caractères, développer les émotions, mais servir aussi, comme disait, là, des choses qui sont presque impossibles, parce qu'on dit, voyons donc, il me semble que ça n'a pas existé. Mais j'adore le côté historique, puis j'adore surtout la première moitié du 20e siècle, de 1900 à 1950. C'est il y a eu 2 guerres, premièrement, il y a eu la grande crise. C'est vraiment un contexte dans lequel on peut faire évoluer. Puis la grippe espagnole aussi, hein, qui nous revient encore quand même beaucoup aujourd'hui, qui nous fait réfléchir. Mais j'ai l'impression que l'époque de la Première et de la Deuxième Guerre vous a quand même bien marqué parce que, Claire, vous avez commencé votre livre et la première partie du livre se passe en même temps que la Première Guerre mondiale et votre deuxième partie du livre se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Et même chose pour vous, M. Marchand, dans le fond, ça se passe durant la Première Guerre mondiale. Donc, c'était comme un contexte qui était particulier, même si au Québec, on était loin de la guerre, mais c'était quand même un contexte qui pouvait probablement animer des passions, on peut dire? Oui, des passions, mais aussi, moi, je trouve, puis je suis d'accord avec Claire, quand on parle d'histoire, on oublie souvent parce que l'histoire a été racontée par des curés, par des frères, on a occulté l'histoire des femmes. Il y a eu des femmes extraordinaires. L'hôpital Sainte-Justine, c'est pas un homme qui a mis ça sur pied à Montréal, ce sont des femmes. Il y en a eu des femmes influentes, des femmes de carrière, des femmes fortes dans notre passé, mais on n'a pas raconté leur histoire parce que c'était un monde d'hommes. Alors, puis c'est pour ça que moi, dans tous mes romans, mes personnages féminins, je dis souvent, c'est les personnages les plus forts. Parce que on a souvent occulté cette partie-là. Puis je pense que c'est rendre hommage à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères, des fois que de dire c'était pas juste des machines à faire des bébés. C'était beaucoup plus que ça. Puis, même chose avec Madame Valois. Votre personnage principal est une femme, mais vous avez décidé d'écrire en 1941. Donc, pour quelle raison avez-vous décidé d'écrire à cette époque-là? Ce roman-là n'est pas en 1941. En 1741, excusez-moi. 200 ans plus tôt. En fait, l'histoire m'a toujours fascinée. J'ai toujours aimé apprendre sur le mode de vie de ces époques-là. Puis c'est sur une suggestion de mon directeur de collection pour celui-là et l'autre précédent qui était sur Mozart, qui se disait que si on connaît quelques faits sur des personnages historiques, on ne connaît pas grand-chose sur leur vie de cœur, ce qu'ils ont vécu ou éprouvé dans ce sens-là. Puis moi et 2 autres auteurs, on trouvait l'idée intéressante. Puis j'ai voulu prendre un personnage qui évoluait dans la cour, dans la royauté. C'est pour ça que je suis allée choisir ce personnage-là de mon livre. Est-ce que vous avez eu un travail de recherche pour savoir un peu c'était quoi les coutumes, les mœurs de cette époque-là? Parce que c'est pas quelque chose qui est proche de nous, là. C'est vraiment dans une époque qui est quand même lointaine de nos habitudes. Exactement. C'est pas les mêmes convenances, c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même mode de vie, les mêmes conditions de vie. Oui, il y avait beaucoup de recherches. Parce que même si un livre sort de l'imagination de l'auteur, il y a quand même des règles à respecter. Un contexte historique. Un contexte historique, exactement. J'ai fait de la recherche, j'ai appris beaucoup, puis ça se voit à travers mon livre aussi. Puis, je pense qu'il y a quand même un travail de recherche aussi pour Mme Bergeron puis pour M. Marchand, parce que en 1917 ou en 1942, mais c'est pas une époque que vous avez vécue. Vous êtes né après ce moment-là, donc c'est une époque de nos parents. Est-ce que vous avez fait des recherches? De quelle façon vous avez fait vos recherches, en fait? Ben moi, si je peux répondre, je suis... évidemment, je reste à Montréal, alors je suis abonné à la Bibliothèque Archives nationales du Québec. Et moi, j'adore lire les journaux d'époque. Parce que puis je m'en suis servi beaucoup pour Pègre Québec, qui est un autre bébite, mais c'est de voir comment les gens parlaient, comment les gens pensaient, comment ils étaient les reflets de leur époque. Moi, je suis journaliste de carrière, alors je me mets dans leur peau, je revois, puis on apprend beaucoup plus, comme je le répète, que l'histoire, que les curés puis les frères voulaient nous faire apprendre. Et pour vous, Mme Moi, j'ai la Bergeron? chance d'avoir des premiers lecteurs. Mon frère, ils sont justement ici dans la salle, là, mon frère, ma belle-sœur.
Ils se sont rencontrés. Eux autres, ils étudiaient en histoire à l'Université de Sherbrooke. C'est mes premiers lecteurs. Fait que chaque fois que j'ai des chapitres de développer, je vais leur envoyer, puis tout ça. Puis eux autres, ils m'aident aussi dans les recherches. Parce que je ne me suis pas limitée. Je suis même allée aux Archives nationales à Ottawa faire sortir un vieux dossier d'un procès qui datait de 72 ans, qui m'a sorti aux Archives nationales, que j'ai lu d'une couverture à l'autre. Je suis venue ici à Saint-Marc-de-Figuerie aussi, pour connaître le pensionnat. J'ai rencontré M. Kistabiche aussi parce que j'avais besoin de... Fait que je rencontre beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Fait que pour moi, c'est très, très important parce que j'ai 3 critères importants. C'est l'originalité, la crédibilité. Puis ça, la crédibilité, bien, ça passe par les recherches. Puis après ça, bien, le suspense. Parce que moi, c'est comme je dis, c'est des polars romantiques sur trame historique. Oui. Puis en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que votre histoire se passe à 2 époques. Donc, on voit que le premier meurtre se passe en 1917 et la religion catholique a beaucoup plus de pouvoir que toutes les portions légales de l'avocat qui est présenté dans votre livre. Oui. Mais en 1942 jusqu'en 1945, on voit que là, le ballon a comme changé, que finalement, le droit légal et tout ça a plus d'importance maintenant, ce qui a fait en sorte que... c'est sûr que l'Église catholique avait encore tous ses pouvoirs, là, c'était énorme. Mais c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, je ne peux pas raconter l'histoire du roman, mais tu sais, on voit que l'Église catholique est dominante tout le long, là. Oui. Tu sais, quand on parle de la Sainte Mafia, mais c'est parce qu'ils réglaient leurs problèmes à l'interne. Tu sais, ils marchaient main dans la main avec le gouvernement. Il y avait des ententes avec eux autres. S'il se produisait quelque chose, bien, les procès se faisaient à l'interne, au niveau de la religion. Fait que ça, non, ça, même en 1942, là, 43, c'était encore très, très présent. Ça a été jusque dans les années 70 avant que le clergé tombe en bas de son piédestal, puis qu'il y a eu des grands changements. Mais c'est rare que je me rende jusque-là dans mes romans. D'habitude, ça se passe avant. Toujours. Moi, c'est la majorité du temps, là, entre 1900 et 1950. J'ai déjà dépassé, mais très peu. OK. Donc, c'est souvent dans des périodes qui avant, mettons, votre connaissance de la société. C'est toujours à une époque, parce que mes 2 grands thèmes, moi, c'est le rôle des femmes, la place des femmes, comme on parlait, puis ensuite la justice. J'ai beaucoup, beaucoup la justice à cœur, que ce soit au niveau des Autochtones, que ce soit au niveau des racisés, même les enfants, les pauvres enfants, qui n'ont pas de voix souvent, qui sont soumis aux parents, puis dans ces années-là, les enfants n'avaient pas de droits. Fait que non, moi, la justice, le côté des femmes, c'est très, très important dans mes romans. Puis si je peux rajouter à cela, c'est que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, j'ai eu la chance d'aider Margaret Atwood alors qu'elle présentait une conférence à l'ambassade de France à Ottawa. Puis elle voulait la faire en anglais, puis j'ai traduit pour elle. Puis elle racontait que quand elle a écrit Handmaid's Tale, La servante écarlate en français, son éditeur lui a dit « Maggie, ça ne peut pas se produire ça aux États-Unis. C'est impossible. » Elle a dit, je lui ai répondu, ben si ça ne fait pas ton affaire, je vais aller voir un autre éditeur. Non, on va le publier. Puis elle disait, puis ça c'est il y a 1 an ou 2, elle disait, ben je regarde ce qui se passe dans le sud des États-Unis, dans certains États républicains, avec le droit des femmes qui est bafoué. Ben, des Handmaid's Tale, là, c'était pas tant de la fiction que ça. Puis oui, c'est possible aux États-Unis. Il faut jamais oublier qu'il n'y a rien d'acquis dans une société, que ce soit les droits des femmes, des LGBTQ+, peu importe les Noirs, des minorités visibles. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. On le voit avec l'avortement présentement, là, qui est encore en balance. Hein? Exact. Alors, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut rappeler l'histoire. Il faut ramener aux gens d'où on vient puis qu'est-ce qui s'est passé au juste. Super. Merci beaucoup pour vos présentations. Je vais juste faire une petite parenthèse comme de quoi que Mme Valois a aussi un autre livre historique qui s'appelle Mozart. Donc, vous allez pouvoir vous informer du contenu de ce livre. Donc, ça fait partie de la même collection que celui-là. Super. Merci beaucoup. Donc, la table ronde tire à sa fin. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir présenté vos livres. Donc, je rappelle que c'était une table ronde pour parler des romans historiques. Donc, nous avions Claire Bergeron, Dans l'ombre d'une sainte mafia. Nous avions Chantal Valois, Destin d'une bourgeoise amoureuse. Et Charles-André Marchand pour le tome 1 et pour le tome 2 de Arcade Hegel. Et tome 3, excusez-moi. Et tome 3 qui vient de sortir.
Super. Merci beaucoup à vous trois pour les présentations. Merci. Merci. Et nous allons faire place à la prochaine table ronde, dans le fond, qui va être animée par Annie Larivière, qui va être sur le thème des romans policiers. Merci beaucoup à la maison et merci beaucoup les gens dans la salle.